Je n'aurais jamais cru les revoir, pas après m'avoir laissé en pleurs devant la maison de mon grand-père, à seulement 6 ans. Pendant 16 ans, ma vie fut marquée par le silence, par l'écho de questions sans réponse. Mon grand-père, Robert Delacroix, m'avait recueilli et m'avait donné le monde, non par la richesse, bien qu'il en eût, mais par la chaleur, la discipline et un amour indéfectible. À son décès, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi avait été enterrée avec lui. Le ciel de Paris était gris ce matin-là, comme si la ville elle-même était en deuil. La pluie tambourinait doucement contre les vitraux colorés de l'ancienne église où se déroulèrent les obsèques. Les gouttes dessinaient des chemins tremblants qui déformaient l'image du monde extérieur, tout comme mes larmes déformaient ma vision intérieure. L'enterrement fut un événement intime, célébré dans la chapelle privée de son domaine en dehors de Paris, en présence de quelques amis proches et de parents éloignés. L'air était lourd de chagrin et de parfums anciens. Le bois poli des bancs luisait sous la faible lumière des bougies, et l'arôme des fleurs, des lys blancs, ses préférés, emplissait chaque recoin du lieu. Les murmures de condoléances flottaient comme des fantômes parmi l'assistance. Je restai debout devant l'autel, serrant la dernière lettre qu'il m'avait écrite, les coins tachés de larmes. Son écriture, ferme même à ses derniers jours, me rappelait sa force. « Ma chère Élodie », commençait-il, et chaque mot ensuite était comme entendre sa voix une fois de plus. C'est alors que je les vis, mes parents biologiques, Claire et Denis, vêtus de noir, debout près de l'entrée comme s'ils étaient à leur place. Je restais figée. Mon cœur battait contre mes côtes comme s'il voulait s'échapper. Ils n'avaient pas bien vieilli. Il y avait de l'avidité dans leurs yeux, pas de douleur. Et lorsqu'ils passèrent devant le cercueil sans le regarder et se dirigèrent droit vers l'avocat, je sus exactement pourquoi ils étaient là. Pendant mon enfance, mon grand-père n'avait jamais dit du mal d'eux. « Un jour tu comprendras », avait-il l'habitude de me dire en me bordant le soir dans la grande maison en pierre que j'appelais désormais chez moi. Le domaine de la villa Delacroix, avec ses jardins interminables et ses pièces remplies d'histoire, était devenu mon refuge. Mon grand-père m'avait appris à monter à cheval dans les champs qui entouraient la propriété, m'avait envoyé dans les meilleures écoles de Paris et m'avait offert une vie que mes parents n'auraient jamais pu me donner, non parce qu'ils n'en avaient pas les moyens, mais parce qu'ils n'en avaient jamais eu la volonté. Madame Dubois, la gouvernante qui travaillait pour mon grand-père depuis avant ma naissance, s'approcha et me serra fort la main. Ses doigts, noueux par des années de travail, transmettaient une étrange sécurité. « Ton grand-père serait fier de toi, Élodie », murmura-t-elle, et je remarquai comment ses yeux se détournaient vers mes parents avec un mélange de mépris et de pitié. Je me souvins de la dernière fois que je les avais vus. C'était un après-midi d'été caniculaire, et je jouais dans le jardin devant avec une poupée de chiffon que mon grand-père m'avait offerte pour mon anniversaire. Une voiture inconnue s'arrêta devant la maison. Ma mère descendit la première, dans une robe qui semblait trop élégante pour une visite de famille. Mon père resta sur le siège conducteur, regardant droit devant lui, comme s'il ne pouvait affronter ce qu'il était sur le point de faire. « Élodie, ma chérie, nous partons en voyage, » dit ma mère, sans même se pencher pour me donner un câlin. « Tu resteras avec papy quelques jours. » Mais ce ne furent pas des jours, ce furent des années. Des années où chaque anniversaire, je regardais la porte, attendant. Des années où chaque Noël, je laissais une place vide à table, juste au cas où. Des années où j'appris que l'amour ne vient pas toujours de ceux qui sont censés te le donner, mais de ceux qui choisissent de le faire. Mon grand-père avait rempli ce vide avec des histoires sur la France, sur nos ancêtres qui cultivaient des oliviers en Provence, sur sa jeunesse à Lyon, sur les secrets de notre nom de famille qui remontaient à des générations. Il m'avait appris à aimer la terre, à respecter nos traditions, à comprendre que la vraie richesse était dans notre histoire, pas dans nos comptes en banque, bien que ces derniers aient également été abondants. C'est lui qui avait tenu ma main lorsque j'avais appris à faire du vélo pour la première fois, qui m'avait emmené à l'université le premier jour, qui m'avait encouragé à étudier l'architecture quand il avait découvert ma fascination pour les bâtiments historiques de Paris. C'est lui qui m'avait appris à être forte sans perdre la capacité d'être compatissante. Et maintenant, il était mort, et ils étaient revenus, comme des vautours attirés par l'odeur de la charogne. Je les observais saluer avec une fausse solennité des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Ma mère embrassait des joues avec un sourire forcé.
et mon père serrait des mains comme s'il concluait des affaires au lieu d'offrir ses condoléances. Aucun des deux ne versa une larme pour l'homme qui avait élevé leur fille abandonnée. Maître Dumas, l'avocat de mon grand-père, un homme petit avec des lunettes qui lui donnaient l'air d'une chouette savante, me regarda de l'autre côté de la chapelle. Il avait été présent à de nombreux moments importants de ma vie. Ma remise de diplôme, l'achat de mon premier appartement, les réunions où mon grand-père m'avait progressivement initié aux affaires familiales. Il avait été plus un oncle qu'un avocat. Et maintenant, d'un léger hochement de tête, il m'indiqua qu'il était temps. Les assistants commencèrent à prendre place pour la lecture du testament. La tradition familiale voulait que celui-ci soit lu immédiatement après les obsèques, en présence de tous les proches. Pour qu'il n'y ait aucun doute, pour que tous entendent mes dernières volontés de ma propre main, avait dit mon grand-père, en actualisant son testament l'année précédente, lorsque les médecins lui avaient annoncé que son cœur faiblissait. Je m'assis au premier rang, à côté de Madame Dubois et du jardinier, Marcel, qui était ami de mon grand-père depuis l'enfance. Derrière moi, je sentis la présence de mes parents, comme des ombres allongées en ce jour déjà assez sombre. « Élodie », entendis-je la voix de ma mère pour la première fois en 16 ans. Elle était plus rauque que dans mes souvenirs, comme si les années de silence l'avaient usée. « Tu as tellement grandi ?» Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Les mots s'agglutinaient dans ma gorge comme un nœud qui menaçait de m'étrangler. Que dit-on à la femme qui t'a donné la vie mais rien d'autre? Comment répondre à un compliment creux après des années d'absence? C'est alors que Maître Dumas s'éclaircit la gorge et le silence tomba sur la chapelle comme une lourde couverture. L'heure de la vérité était arrivée et avec elle, le moment qui changerait tout à nouveau. La pièce fut plongée dans un silence gênant lorsqu'ils se levèrent devant tout le monde. La voix de ma mère coupa le silence comme un couteau. Nous prendrons en charge le domaine. Nous sommes sa vraie famille. Ces mots furent de la glace sur ma peau. Des murmures éclatèrent parmi les invités. Je me tournai vers Maître Dumas, qui restait près du pupitre, organisant tranquillement ses papiers. Mon père ajouta, de cette voix que je me rappelais vaguement de mon enfance, « Nous avons le droit légal. Le sang ne ment pas. Il n'avait jamais appelé, jamais écrit, jamais paru pour des anniversaires ou des remises de diplômes. Mais maintenant, alors que la fortune de mon grand-père, environ 120 millions d'euros, était sur la table, ils se souvinrent soudain qu'ils avaient une fille. Un silence de mort envahit la chapelle. Je pouvais sentir les regards de tous les présents, certains compatissants, d'autres curieux, tous mal à l'aise. Madame Dubois serra ma main plus fort, et Marcel, le vieux jardinier, murmura quelque chose qui ressemblait étrangement à une malédiction dans le dialecte de son village natal. J'essayais de parler, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je regardais Maître Dumas pour de l'aide, mais au lieu d'interrompre, il laissa échapper un bref rire. « Oh, j'attendais ça », murmura-t-il, dépliant la grosse enveloppe scellée qui contenait le testament final de mon grand-père. L'air changea. Tous observaient maintenant. Isabelle Garnier, la meilleure amie de mon grand-père et directrice du musée où il avait fait don d'une grande partie de sa collection d'art, se leva. Sa silhouette élégante, drapée dans une robe noire qui contrastait avec ses cheveux blancs parfaitement coiffés, imposait le respect même dans son indignation évidente. « Comment osez-vous » Sa voix, bien que basse, résonna dans toute la chapelle. Robert a consacré 16 ans à élever cet enfant. 6 ans pendant lesquels vous n'êtes pas apparu une seule fois. Pas un appel à Noël. Pas une carte d'anniversaire. Et maintenant vous venez réclamer ce qui est à vous ? Ma mère la regarda avec dédain. Vous n'avez pas à vous mêler des affaires de famille, madame. De famille ? Isabelle laissa échapper un rire amer. Robert était plus ma famille que la vôtre. J'étais avec lui quand Élodie a eu la varicelle à 8 ans et qu'il a passé 3 nuits sans dormir. J'étais là quand elle s'est cassé le bras en montant à cheval et qu'elle a pleuré non de douleur, mais parce qu'elle craignait de décevoir son grand-père à la compétition. Où étiez-vous ? Mon père fit un pas en avant, le visage rougi par la colère ou peut-être la honte. Nous avions nos raisons. Des raisons que nous n'avons pas à expliquer à quiconque ici. Maître Dumas toussa délibérément, interrompant l'échange avant qu'il ne devienne plus intense. « Si vous me permettez, » dit-il en ajustant ses lunettes, « nous avons une affaire légale à régler. » Isabelle se rassit, mais non sans me lancer un regard qui disait clairement « Je suis avec toi. » La chapelle, avec ses baies vitrées qui laissaient maintenant passer une lumière grisâtre à travers la pluie persistante,
sembla soudain plus petite. Les murs, décorés de tapisseries anciennes que mon grand-père avait collectionnées lors de ses voyages à travers le monde, semblèrent se refermer sur nous. La tension était si dense que je pouvais presque la toucher. Je me souvins des nombreuses fois où mon grand-père et moi avions conversé dans cette même chapelle, assis sur ces mêmes bancs polis, parlant de tout et de rien. De comment il avait bâti son empire immobilier à partir de zéro, de son amour pour l'architecture française qui était finalement devenue ma passion aussi, de ses espoirs pour mon avenir. « Ne permets jamais à personne de te dire que tu ne peux pas faire quelque chose, Élodie, » me disait-il souvent. Pas même moi. Ces conversations m'avaient donné une force que je ne savais même pas posséder jusqu'à ce moment. J'affrontais mes parents, que je reconnaissais à peine. Ma mère, avec ses cheveux teints en blond et son visage étiré par des chirurgies qui tentaient vainement d'arrêter le temps. Mon père, avec cette bedaine qui trahissait des années d'excès et ce regard vitreux qui parlait de trop de verre. « Vous n'avez aucun droit, » dis-je finalement, surprise par la fermeté de ma propre voix. « Vous n'avez aucun droit de vous présenter ici, le jour de ses obsèques, et de réclamer ce qui ne vous a jamais intéressé. » Ma mère se tourna vers moi, et un instant je vis quelque chose dans ses yeux. Du remords, de la culpabilité, mais cela disparut si vite que j'aurais pu l'imaginer. « Tu es notre fille, Élodie. Tout ce que nous faisons est pour ton bien. » « Mon bien ?» L'incrédulité me fit rire, bien qu'il n'y eût rien de drôle dans la situation. Où étiez-vous quand j'avais besoin de quelqu'un pour me lire une histoire avant de dormir? Où étiez-vous quand j'ai eu ma première déception amoureuse? Où étiez-vous quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention et que j'ai cherché dans la foule, cherchant des visages que j'avais depuis longtemps oubliés? Mon père eut au moins la décence de baisser les yeux. Ma mère, cependant, maintint sa posture. Nous étions jeunes, nous avons fait des erreurs, mais nous sommes tes parents. Et maintenant, nous voulons arranger les choses. Arranger les choses? La rage me consumait. Où voulez-vous arranger vos comptes bancaires? Combien de dettes avez-vous cette fois? Combien de créanciers vous talonnent? Je les vis échanger un regard rapide, confirmant mes soupçons. Ce n'était pas la première fois qu'ils essayaient d'utiliser mon grand-père comme leur banque personnelle. Je l'avais découvert des années auparavant, en écoutant une conversation entre lui et Maître Dumas à propos d'appels qu'il avait reçus, demandant de l'argent en échange de ne pas me déranger. « Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, » intervint Maître Dumas. « Nous sommes ici pour honorer les dernières volontés de Monsieur Robert, pas pour régler des disputes familiales. » Mon père renifla. « Eh bien, lisez-le tout de suite alors. Voyons ce que le vieil homme avait à dire. » Maître Dumas me regarda, comme pour demander la permission. J'acquiesçai légèrement. Il était temps d'en finir. « Très bien, » dit-il, sortant un trousseau de clés de sa poche. Avec elle, il ouvrit un petit coffre en bois sculpté qui reposait sur une table à côté du pupitre. Il en tira une enveloppe de cuir, scellée de l'emblème de la famille Delacroix, un olivier centenaire. Robert voulait que cette enveloppe spécifique soit utilisée, elle qui est restée dans la famille pendant des générations. C'est une tradition que les testaments importants soient conservés ainsi. Il rompit le sceau avec précaution et en sortit plusieurs feuilles de papier épais, écrites à la main avec la calligraphie inimitable de mon grand-père. Il s'éclaircit la gorge et commença à lire. Moi, Robert-Henri Delacroix-Moreau, en pleine possession de mes facultés mentales, déclare ceci comme mon dernier testament et dernière volonté, révoquant tous les précédents. Tandis que Maître Dumas poursuivait les formalités légales, j'observais mes parents. Ils s'étaient assis ensemble maintenant, impatients, comme des enfants attendant des cadeaux à Noël. Il y avait une lueur d'anticipation dans leurs yeux qui me retourna l'estomac. La pluie dehors avait redoublé, et les coups de tonnerre occasionnels semblaient souligner les moments les plus tendus de la lecture. Un éclair illumina brièvement les vitraux, projetant des ombres fantomatiques sur les visages de tous les présents. Dans ce bref instant de lumière, je vis quelque chose dans l'expression de Maître Dumas qui me donna de l'espoir, un sourire presque imperceptible. « Et maintenant, » dit-il, arrivant clairement à la partie que tous attendaient, concernant la distribution de mes biens matériels et financiers, il y eut un silence si profond que je pouvais entendre le tic-tac de l'ancienne horloge à pendule dans le couloir. Ma mère se pencha en avant, comme si elle voulait attraper les mots en l'air. Mon père desserra légèrement sa cravate, comme s'il avait soudain du mal à respirer. Maître Dumas ajusta ses lunettes une fois de plus, but une gorgée d'eau du verre qu'il avait préparé et continua à lire. Sa voix prit un ton plus formel, presque cérémonieux. «
À ma petite fille, Élodie de la Croix-du-Bois, lumière de ma vie, ma confidente, ma raison de sourire chaque matin, la jeune femme qui a rempli mes jours de fierté et mes nuits de paix, je laisse. La pause qu'il fit sembla s'étendre une éternité. Je vis mes parents retenir leur souffle. Je vis Isabelle sourire légèrement. Je vis Madame Dubois porter une main à sa poitrine, comme se préparant à ce qui allait arriver. Tout, compléta maître Dumas. Le domaine de la villa de la Croix, les entreprises de la Croix Construction et de la Croix Immobilier, tous les comptes bancaires nationaux et internationaux, les collections d'art, les propriétés à Lyon, Bordeaux et Marseille, et tous les autres biens que je possède. Tout. Le silence qui suivit fut absolu. Personne ne bougea. Personne ne respira. Et puis, comme une cocotte minute qui éclate enfin, le chaos se déchaîna. « C'est absurde !» cria mon père, se levant si brusquement qu'il faillit renverser sa chaise. « Nous sommes ses parents. Nous méritons une part. » Mais maître Dumas leva une main. « Il y a plus. » Il s'éclaircit la gorge. Pour Claire et Denis Martin, s'ils devaient un jour réapparaître, je leur laisse 1 euro à chacun. Et une lettre. Il leur tendit une enveloppe scellée. Mes parents ne bougèrent pas. Leurs visages perdirent toute couleur. Robert Delacroix était un homme méticuleux, commença maître Dumas, d'une voix ferme. Et il anticipait les surprises. Il regarda mes parents avec une expression qui oscillait entre l'amusement et le dédain. La pluie tambourinait plus fort contre les fenêtres, comme si le ciel lui-même voulait accompagner l'indignation de mon père. Cela ne restera pas comme ça. La voix de ma mère s'éleva au-dessus des murmures qui avaient commencé à surgir parmi l'assistance. Nous contesterons le testament. Nous avons des droits. Maître Dumas sourit légèrement. Je vous suggère de lire la lettre avant de prendre toute décision hâtive. Isabelle Garnier s'approcha de moi et m'enlaça. Le parfum de jasmin qu'elle portait toujours me parut étrangement réconfortant au milieu du chaos. « Ton grand-père savait ce qu'il faisait, ma chérie, » murmura-t-elle à mon oreille. Il avait toujours 3 coups d'avance sur tout le monde. Mes genoux faiblirent, mais je ne tombais pas. Je ne pouvais pas. Pas devant eux. Je me tins droite, avec la dignité que mon grand-père m'avait apprise à garder même dans les moments les plus difficiles. « Il y a 1 euro pour chacun dans cette enveloppe, » continua maître Dumas, sortant 2 pièces brillantes et les plaçant sur la table devant lui, tel que le stipule le testament. Mon père fit un pas en avant, le visage tordu par la rage. Un instant, je craignis qu'il ne frappe l'avocat, mais il se retint. Au lieu de cela, il saisit la lettre de main tremblante. « Ouvre-la » l'exhorta ma mère, d'une voix qui tentait de paraître contrôlée mais qui trahissait sa nervosité. L'enveloppe était simple, blanche, scellée du même emblème de l'olivier centenaire qui avait orné le testament. Mon père l'ouvrit de doigts maladroits, déchirant une partie du papier au passage. À l'intérieur, il y avait plusieurs feuilles pliées avec précision. Tandis qu'il commençait à lire, j'observais son expression passer de la colère au choc et finalement à la peur. Une peur profonde, viscérale, qui fit que sa main se crispa sur le papier. Qu'est-ce que ça dit ? Ma mère lui arracha les feuilles. Ses yeux parcoururent les lignes écrites, s'écarquillant à chaque mot. « Non, ça ne peut pas. Ce n'est pas... » balbutia-t-elle, incapable de terminer une phrase. Maître Dumas se tourna vers moi. « Élodie, ton grand-père t'a aussi laissé une copie de cette lettre. Il pensait que tu voudrais connaître la vérité. Toute la vérité. » Il me tendit une autre enveloppe, identique à celle qui tremblait maintenant dans les mains de ma mère. Je n'étais pas sûre de vouloir l'ouvrir. Pas là, pas alors, avec tant d'yeux sur moi. Mais quelque chose dans le regard de maître Dumas me donna le courage nécessaire. J'ouvris l'enveloppe de main plus ferme que prévu. L'écriture de mon grand-père, claire et déterminée même à ses derniers jours, remplissait plusieurs pages. Je commençai à lire. « Ma chère Élodie, disait l'en-tête, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus physiquement avec toi, même si tu sais que je serai toujours dans ton cœur. Cela signifie aussi que tes parents sont réapparus, comme je l'ai toujours su. » Les lignes suivantes racontaient une histoire que je n'avais jamais entendue, une vérité qui était restée cachée pendant toutes ces années. Je n'ai jamais voulu empoisonner ton cœur contre eux, mais maintenant tu dois connaître la vérité. Le jour où ils t'ont laissé à ma porte, ce n'était pas pour des raisons nobles ou des circonstances indépendantes de leur volonté. Ils m'ont vendu ta garde. Oui, ils ont vendu leur propre fille, pour éviter d'aller en prison pour une fraude qu'ils avaient commise.
Je sentis l'air quitter mes poumons. Autour de moi, la chapelle semblait légèrement tourner. Isabelle me serra l'épaule, me maintenant ancrée à la réalité pendant que je continuais à lire. Ils avaient escroqué plusieurs investisseurs dans un système pyramidal. Des millions d'euros avaient disparu et la police était à leur trousse. Ils sont venus me voir, non pas comme des parents inquiets, mais comme des délinquants désespérés. Ils m'ont proposé de renoncer à leurs droits parentaux en échange du paiement des investisseurs escroqués et pour éviter qu'ils ne portent plainte. Le papier tremblait dans mes mains. Je me souvins vaguement de ce jour d'été, de la voiture inconnue, des mots précipités de ma mère. Nous partons en voyage. Tu resteras chez papy quelques jours. Je n'avais jamais su que ces jours étaient, en réalité, un adieu permanent, une transaction. J'ai accepté, continuait la lettre. Non pas pour eux, mais pour toi. Je ne pouvais supporter l'idée que tu grandisses avec des parents en prison, marqués à jamais par leurs crimes. J'ai payé l'argent, j'ai fait taire les investisseurs, et je t'ai donné un foyer. Je n'ai jamais regretté cette décision. Tu as été la plus grande joie de ma vie. Les larmes commencèrent à couler sur mes joues, mais je continuais à lire. Au fil des ans, ils ont tenté de me contacter plusieurs fois. Non pas pour prendre de tes nouvelles, non pas pour savoir comment tu grandissais, mais pour demander plus d'argent. Je les ai tenus à distance en les menaçant de rendre publiques les preuves que j'avais conservées. Documents, enregistrements de nos conversations, même leur signature sur l'accord de renonciation à la garde. Je levai les yeux vers mes parents. Ils étaient pâles, immobiles, comme des statues de sel. Ma mère avait laissé tomber sa copie de la lettre par terre, et les feuilles s'étaient éparpillées, comme des feuilles mortes en automne. S'ils tentent de contester mon testament, s'ils tentent de te prendre ce qui te revient de droit, Maître Dumas a pour instruction de remettre toutes les preuves aux autorités. Le délit de fraude a peut-être prescrit, mais pas celui de la vente de garde. Il passerait des années en prison. La chapelle était maintenant dans un silence complet. Je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Le bruissement de la pluie contre les vitres, le craquement occasionnel du bois ancien. Je te demande pardon de ne pas t'avoir dit cela plus tôt. Je voulais te protéger de la douleur, de savoir que tu as été traitée comme une marchandise par ceux qui auraient dû t'aimer inconditionnellement. Mais maintenant, tu as besoin de cette vérité comme bouclier. Ils viendront pour l'argent, Élodie. Ils le font toujours. Les dernières lignes de la lettre étaient un rappel de l'amour inconditionnel que mon grand-père m'avait toujours voué. Ne doute jamais de ta valeur. Ta valeur n'est pas déterminée par ceux qui t'ont abandonné, mais par la façon dont tu as choisi de vivre ta vie. Je suis fière de la femme que tu es devenue, forte, compatissante, intelligente. Mon héritage, ce ne sont pas les bâtiments que j'ai construits ni l'argent que j'ai accumulé. Mon héritage, c'est toi. Je t'aime toujours, papy. Je pliai la lettre avec soin et la rangeai dans la poche de ma robe noire près de mon cœur. Quand je levai les yeux, je vis que tous m'observaient, attendant ma réaction. Je vis de la compassion dans les yeux d'Isabelle, de la fierté dans ceux de Madame Dubois, du respect dans ceux de Maître Dumas, et dans les yeux de mes parents, je vis de la peur, une peur viscérale, primitive. Mon père fut le premier à rompre le silence. « C'est un mensonge, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Un mensonge pour monter notre fille contre nous. Avez-vous des preuves de cela ? Demanda Maître Dumas, avec un calme qui contrastait avec la tension de l'ambiance. Pouvez-vous prouver que vous n'avez pas vendu la garde de votre fille ? Pouvez-vous expliquer pourquoi vous ne l'avez pas visitée une seule fois en 16 ans ? Ma mère fit un pas en avant, essayant de retrouver un peu de contenance. Élodie, ma chérie, tu ne peux pas croire ça. Nous sommes ta famille. Non, répondis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Ma famille, c'était lui, l'homme qui m'a élevée, qui m'a aimée, qui a été présent à chaque moment important de ma vie. Vous n'êtes que de la biologie. Mon père fit un mouvement brusque vers la lettre que j'avais rangée. Peut-être pensait-il qu'en la détruisant, il détruirait la vérité qu'elle contenait. Mais Marcel, le vieux jardinier, s'interposa avec une agilité surprenante pour son âge. « Je crois qu'il est temps que vous partiez, » dit-il, avec cet accent du Sud qui s'accentuait quand il était en colère. « Ce n'est pas fini !» cria mon père, tandis que Maître Dumas faisait un signe aux 2 gardes de sécurité qui attendaient discrètement à l'entrée. « Nous contesterons le testament. Nous nous battrons pour ce qui est à nous. »« Allez-y !» répondit Maître Dumas, avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux.
Nous vous attendrons au tribunal, avec toutes les preuves. Les gardes s'approchèrent, et un instant, je crus que mes parents allaient de résister. Mais quelque chose dans le regard de maître Dumas, ou peut-être la menace implicite dans ses paroles, les fit changer d'avis. Avec un dernier regard de haine dirigé vers moi, ils se laissèrent escorter dehors. Lorsque la lourde porte de chêne se referma derrière eux, j'eus l'impression qu'un poids se soulevait de mes épaules. La chapelle, qui quelques instants auparavant semblait étouffante, me paraissait maintenant spacieuse, remplie d'air frais malgré l'odeur persistante des lys et des bougies. Maître Dumas s'approcha de moi, avec une expression de préoccupation sincère. « Tu vas bien, Élodie ?» Je réfléchis à la question. Est-ce que j'allais bien? Je venais d'enterrer mon grand-père, de découvrir la vérité sur mes parents, d'affronter le passé que j'avais toujours essayé d'ignorer. Et pourtant, oui, répondis-je, et je fus surprise de réaliser que c'était vrai. Je vais bien. Je connais enfin toute la vérité. Isabelle s'approcha et me serra fort dans ses bras. Robert serait si fier de toi en ce moment, murmura-t-elle. Affronter tout cela avec tant de dignité. La pluie dehors s'était calmée, et un rayon de soleil se filtrait timidement à travers les nuages, projetant un arc-en-ciel sur les vitraux de la chapelle. C'était comme si mon grand-père, d'une certaine manière, me donnait son approbation d'où qu'il soit maintenant. Les invités se retirèrent peu à peu, laissant derrière eux une traînée de condoléances murmurées et de regards compatissants. Certains s'approchèrent pour m'embrasser, pour offrir leur aide, pour me rappeler des anecdotes sur mon grand-père qui me firent sourire à travers mes larmes. Mais finalement, il ne resta que maître Dumas, Isabelle, Madame Dubois, Marcel et moi dans la chapelle qui semblait maintenant trop grande, trop vide. « Élodie, dit maître Dumas, il y a autre chose que je dois te montrer. Ton grand-père a laissé des instructions spécifiques. » Il me conduisit au bureau de mon grand-père dans la maison principale, une pièce qui m'avait toujours fascinée enfant. Les murs étaient à découvert de livres anciens, de cartes de villes françaises et de photographies dans des cadres en argent. Le grand bureau en acajou dominait le centre, et derrière lui, un portrait de mon grand-père m'observait avec ce sourire qui semblait toujours garder un secret. Maître Dumas se dirigea vers le coffre-fort caché derrière le portrait. « Robert m'a donné la combinaison pour ce moment », expliqua-t-il en tournant le cadran avec précision. La lourde porte s'ouvrit avec un clic satisfaisant, révélant plusieurs dossiers et une petite boîte métallique. « Dans cette boîte se trouvent toutes les preuves », dit-il en la posant sur le bureau. « Documents, enregistrements, même les transferts bancaires qui prouvent ce qu'il t'a raconté dans la lettre. » J'ouvris la boîte de main tremblante. À l'intérieur, il y avait un ancien appareil d'enregistrement, des dossiers méticuleusement étiquetés et plusieurs clés USB. Il y avait aussi des photographies que je n'avais jamais vues. Mes parents, beaucoup plus jeunes, signant des documents sous le regard vigilant de mon grand-père. Son expression sur ces photos n'était pas celle que je connaissais. Elle était dure, froide, calculatrice. L'expression d'un homme d'affaires concluant un accord, pas celle d'un grand-père sauvant sa petite-fille. « Tu veux écouter ?» demanda maître Dumas, en montrant l'appareil d'enregistrement. J'hésitais. Voulais-je vraiment entendre les voix de mes parents vendant ma garde comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale quelconque? Avais-je besoin de cette blessure supplémentaire? Oui, répondis-je finalement. J'ai besoin de tout savoir. Maître Dumas acquiesça, comprenant. Il appuya sur le bouton de lecture et la pièce se remplit de voix du passé. 500 000 €, disait mon père. Sa voix était plus jeune, mais elle avait déjà ce ton calculateur que j'avais reconnu aujourd'hui. Et nous oublions tout. La petite est légalement à toi. Pas de visite, pas d'appel, pas de complications. Et les investisseurs? La voix de mon grand-père était coupante comme l'acier. Nous aurons besoin d'au moins 2 millions de plus pour les payer, répondit ma mère. Sinon, nous irons en prison. Tu le sais, papa, c'est ce que tu veux pour ta petite fille. Que ses parents soient en prison? Il y eut un silence, puis la voix de mon grand-père, plus basse, plus dangereuse. Vous me faites chanter avec ma propre petite fille. Appelle ça comme tu veux, dit mon père. Nous appelons ça un accord bénéfique pour tous. Tu obtiens la garde complète d'Élodie. Nous obtenons la liberté, et elle obtient une vie stable. C'est mieux que d'avoir des parents criminels, tu ne crois pas? Je sentis des nausées. Je m'accrochais au bord du bureau tandis que les voix continuaient, discutant des termes comme s'ils négociaient la vente d'une voiture, pas l'avenir d'une enfant.
Vous signerez la renonciation à la garde, disait mon grand-père, totale et irrévocable, et vous partirez. Vous n'essaierez pas de la contacter. Vous n'apparaîtrez pas dans sa vie. Si vous le faites, je rendrai tout cela public. Compris ? Compris, répondit ma mère, avec une légèreté effrayante. Où signons-nous ? Maître Dumas arrêta l'enregistrement. Il me regardait avec inquiétude, comme pour évaluer si je pouvais en supporter plus. Il y a plus, dit-il. Des enregistrements d'appels ultérieurs, quand ils ont essayé de l'extorquer à nouveau. Quand ils t'ont vu dans le journal après avoir remporté ce concours d'architecture. Quand ils ont appris la valeur de l'entreprise. Ils revenaient toujours pour plus d'argent. Isabelle, qui était restée silencieuse dans un coin de la pièce, s'approcha et posa une main sur mon épaule. Ton grand-père n'a jamais cédé après ce premier paiement. Il leur rappelait toujours qu'il avait suffisamment de preuves pour les détruire. Je me souvins de ce concours. J'avais 19 ans et j'avais conçu un bâtiment durable qui combinait des éléments de l'architecture traditionnelle française avec des technologies modernes. La photo dans le journal, mon grand-père fier à mes côtés, le titre « L'héritière de la Croix suit les traces de son grand-père ». Je n'aurais jamais imaginé que cette image puisse avoir éveillé la cupidité de ceux qui m'avaient abandonné. Tout est là, continua Maître Dumas, désignant les dossiers. Les transferts bancaires, les documents de renonciation à la garde, les rapports des enquêteurs privés que ton grand-père a engagés pour les suivre pendant toutes ces années. J'ouvris l'un des dossiers. Il était rempli de photographies. Mes parents à Monaco, sur des yachts, dans des casinos, dilapidant l'argent que mon grand-père leur avait donné pour les sauver de la prison. Des photos plus récentes montraient une réalité différente. Des appartements modestes, des voitures d'occasion, des vêtements bon marché. Leur fortune mal acquise s'était évaporée, et avec elle, leur style de vie. Ils se sont retrouvés sans argent il y a environ 5 ans, expliqua Maître Dumas. Ton grand-père le savait. Il savait qu'il reviendrait à sa mort, cherchant à réclamer ce qui, selon eux, leur appartenait. Je m'assis dans le fauteuil en cuir que mon grand-père avait si souvent occupé. De là, son portrait semblait m'observer avec encore plus d'intensité, comme attendant ma réaction. C'était l'une des raisons pour lesquelles il a mis à jour son testament l'année dernière, lorsque sa santé s'est détériorée, ajouta Isabelle. Il voulait s'assurer que tu sois protégée. Je regardais le contenu de la boîte, les preuves irréfutables d'une trahison qui allait au-delà de l'imaginable. Ce n'étaient pas seulement des parents qui avaient abandonné leur fille. C'étaient des criminels qui l'avaient vendue pour sauver leur propre peau. « Que dois-je faire de tout cela ?» demandai-je. Maître Dumas ajusta ses lunettes. « Ton grand-père t'a laissé cette décision. Si tu veux les poursuivre en justice, tu as toutes les preuves nécessaires. Si tu préfères les garder comme protection, c'est aussi valable. La seule chose qu'il a demandé, c'est que tu connaisses la vérité. La vérité. Un mot si simple pour quelque chose de si dévastateur. La vérité était que je n'avais jamais été abandonnée parce que mes parents ne pouvaient pas s'occuper de moi, ou parce qu'ils ne m'aimaient pas assez. J'avais été vendue, traitée comme une marchandise lors d'une transaction. Et pourtant, cette transaction m'avait menée dans les bras de mon grand-père, dans cette maison remplie d'amour et d'apprentissage, à une vie que je n'aurais probablement jamais eue avec eux. Ton grand-père disait souvent que les pires circonstances nous mènent parfois aux meilleures destinations, commenta Isabelle, comme si elle lisait dans mes pensées. Je souris à travers mes larmes. C'était vrai. Mon grand-père avait transformé la tragédie en triomphe. Il avait pris quelque chose de brisé et l'avait guéri avec patience et amour. J'ai besoin de temps pour tout assimiler, dis-je finalement. Bien sûr, acquiesça Maître Dumas. Il n'y a pas de hâte pour décider. L'important est que tu connaisses maintenant toute l'histoire. Je regardais l'horloge au mur, une ancienne horloge à pendule qui avait appartenu à l'arrière-grand-père de mon grand-père. Elle indiquait 7 heures du soir. Dehors, le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de Paris de nuances oranges et roses. La pluie avait complètement cessé, laissant derrière elle un air pur et frais qui entrait par la fenêtre entr'ouverte. « Il y a autre chose », dit Maître Dumas, sortant une enveloppe de sa mallette. « Une dernière lettre, à lire seulement dans les circonstances les plus délicates. » Il me tendit l'enveloppe. Mon nom y était inscrit de la main de mon grand-père. « Je l'ouvrirai plus tard », dis-je, sentant le poids de toutes ces révélations. Dans les jours qui suivirent, je passai des heures dans le bureau de mon grand-père, lisant les documents, écoutant les enregistrements. Chaque preuve ne faisait que renforcer le tableau. Mes parents étaient des escrocs, cupides,
et sans scrupules, qui n'avaient jamais vu en moi autre chose qu'un moyen d'échapper à leurs ennuis. Mais avec chaque révélation douloureuse, venait aussi une confirmation de l'amour immense de mon grand-père. Il m'avait tout donné, même la protection contre une vérité aussi dévastatrice. Je décidai de ne pas poursuivre mes parents en justice. Non pas par pitié pour eux, mais parce que cela aurait été leur donner plus de mon temps et de mon énergie. Je les avais déjà retirés de ma vie. Je garderai les preuves, non pas comme une menace, mais comme un rappel de ce que je devais à mon grand-père, une vie vécue avec dignité et intégrité. Quelques mois plus tard, la villa de la Croix reprenait vie. J'avais commencé à travailler sur de nouveaux projets immobiliers, en m'inspirant des visions de mon grand-père et en ajoutant ma propre touche moderne. Les entreprises de la Croix Construction et de la Croix Immobilier étaient florissantes sous ma direction. Madame Dubois et Marcel étaient toujours à mes côtés, de précieux alliés et amis. Isabelle était devenue une mentor et une confidente, et Maître Dumas continuait d'être le pilier juridique de ma vie. Un soir, alors que je travaillais tard dans le bureau, je tombai sur un carnet sous une pile de livres. C'était le journal personnel de mon grand-père, quelque chose que je n'avais jamais vu. Je l'ouvris, le cœur battant. Ces dernières entrées étaient des réflexions sur sa vie, sur la famille et sur moi. Il y avait une phrase en particulier qui me toucha au plus profond. Mon plus grand chef-d'œuvre n'est pas un bâtiment, mais Élodie elle-même. Elle est l'incarnation de tout ce que j'ai toujours cru juste et bon. Ces mots m'emplirent d'une nouvelle détermination. Je ne serai pas la victime de mon passé. Je serai l'héritière d'un amour et d'une force exceptionnelle. Ma vie ne s'était pas déroulée comme je l'avais imaginé, mais elle s'était déroulée exactement comme elle le devait. J'étais Élodie de la Croix, et j'étais prête à écrire mon propre chapitre, en portant toujours l'héritage de mon grand-père dans mon cœur. Et cette fois, personne ne pourrait me l'enlever. L'enveloppe que Maître Dumas m'avait donnée ce jour-là, la dernière lettre, était restée scellée pendant des mois. Je la gardais dans ma table de chevet, un rappel silencieux que d'autres vérités pouvaient encore émerger. Un après-midi pluvieux, alors que je me sentais particulièrement mélancolique, je décidai qu'il était temps. Je l'ouvris. La lettre était courte, mais chaque mot était un coup de poing. « Ma chère Élodie, » commençait-elle, « si tu lis ceci, c'est que tu as fait face à la vérité sur tes parents et que tu as eu le courage de continuer. Je n'ai pas pu te dire certaines choses de mon vivant, car je voulais te protéger d'un fardeau trop lourd. Mais maintenant que tu es forte, tu dois savoir qu'il y a plus à cette histoire. Tes parents n'étaient pas seulement cupides, Élodie. Ils étaient impliqués dans des affaires beaucoup plus sombres que la simple fraude. Ils ont toujours été attirés par le pouvoir, par l'argent facile, et cela les a menés à des fréquentations dangereuses. Mon cœur battit plus vite. Des fréquentations dangereuses? J'ai passé des années à te protéger de leur monde, continuait la lettre. Je savais qu'ils reviendraient pour l'argent, mais je savais aussi qu'ils pourraient tenter de te récupérer si tu devenais une cible lucrative. La clause dans mon testament et les preuves que j'ai laissées étaient un moyen de les tenir à distance. Mais il y avait une autre menace, une menace silencieuse. Un certain groupe de personnes qu'ils ont escroquées est bien plus dangereux que la police. Je sentis un frisson me parcourir. Qui étaient ces personnes? Ils ont toujours cru que tes parents avaient caché une partie de l'argent, et je craignais qu'ils ne te considèrent comme la clé de ce secret. C'est pourquoi j'ai mis en place un réseau de protection autour de toi, sans que tu le saches. Maître Dumas, Madame Dubois, et même Marcel, le jardinier, connaissaient des bribes de cette histoire. Ils ont veillé sur toi comme des ombres, prêts à intervenir si le danger se présentait. C'était incroyable. Mon grand-père avait pensé à tout. La villa de la Croix n'est pas seulement un foyer, disait la fin de la lettre. C'est une forteresse, et tu es la gardienne de notre héritage. Fais confiance à ton instinct, Élodie, et sache que, même si je ne suis plus là, tu n'es pas seule. La lettre se terminait là. Je restais assise, le papier froissé dans ma main, les yeux fixés sur les mots. Le danger était réel, plus grand que je ne l'avais imaginé. Mais mon grand-père, même après sa mort, m'avait donné les outils pour y faire face. Je ne me sentais pas effrayée, mais déterminée. Les jours suivants, je discutais longuement avec Maître Dumas et Isabelle. Ils confirmèrent les dires de la lettre, expliquant comment mon grand-père avait méticuleusement mis en place des mesures de sécurité. Il y avait des systèmes de surveillance avancés, des contacts discrets dans les services de renseignement, et même un fonds spécial pour taire d'éventuels problèmes.
Il a toujours voulu que tu sois libre, Élodie, dit Isabelle. Libre de vivre ta vie sans peur. Un soir, alors que je travaillais sur les plans d'un nouveau projet, une intuition me frappa. Et si l'argent que ces gens cherchaient n'avait pas disparu, mais avait été investi d'une manière que seuls mes parents, ou mon grand-père, pouvaient comprendre? Je me rappelais les vieux journaux de mon grand-père, remplis de notes et de symboles. Je les avais lus plusieurs fois, mais je n'avais jamais cherché de sens caché. Je retournai au bureau et je commençai à examiner les journaux avec une nouvelle perspective. Des heures passèrent, et puis, je la trouvai. Une série de chiffres et de dates dissimulés dans une double page sur la généalogie familiale. Des coordonnées bancaires, mais pas des comptes courants, des comptes dormants, ouverts il y a des décennies et réactivés occasionnellement. Je contactai Maître Dumas le matin même. Après quelques recherches, il confirma mes soupçons. Mon grand-père avait transféré l'argent que mes parents avaient escroqué dans ses comptes, le faisant fructifier discrètement au fil des ans. La somme avait triplé. C'était une somme colossale, suffisante pour indemniser toutes les victimes, et bien plus encore. Il a tout fait, Élodie, dit Maître Dumas, les yeux brillants. Il a tout anticipé. Non seulement il t'a sauvé, mais il a aussi corrigé leurs torts. Je pris la décision de rendre l'argent à ses légitimes propriétaires. Maître Dumas se chargea de l'opération, de manière anonyme et discrète, pour éviter d'attirer l'attention indésirable. Lorsque la dernière transaction fut effectuée, je ressentis un immense soulagement. Mon grand-père avait fermé le cercle. Quelques semaines plus tard, je me tenais sur la terrasse de la villa de la Croix, regardant le soleil se coucher sur les toits de Paris. La menace était écartée. La vérité avait été révélée. Et l'héritage de mon grand-père, non seulement financier mais aussi moral, était sûr. J'étais prête pour mon propre avenir, non plus défini par un passé douloureux, mais par un héritage de force, d'amour et de justice. Ma vie ne serait plus marquée par les échos de questions sans réponse, mais par le son de mes propres pas, fermes et assurés, sur le chemin que mon grand-père avait tracé pour moi.